Bonsoir, bienvenue à l'atelier librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 2 août 2022. Deuxième journée de cette séquence érotique et aujourd'hui il sera question d'un éditeur assez particulier à qui on doit des ouvrages importants. Eric Losfeld. Eric Losfeld est né donc en 1922 de père inconnu et il est mort en 1979. On pourra noter, en tout cas peut-être moins dans ces 50 dernières années, mais peut-être il était d'usage au début du siècle d'avoir des pères qui mouraient assez tôt. Et nombre d'écrivains très importants n'ont pas eu de père. Pierre Michon disait par exemple que l'absence de père pouvait équivaloir à l'absence de limite et que cette absence de limite pouvait être propice à l'imagination. Que l'absence de surmoi, d'une certaine manière, qui est conférée par le regard sociétal, pouvait faire de telle sorte qu'un jeune homme, un jeune adulte, pouvait laisser libre cours à son imagination débridée en toute quiétude. Il y a Sartre aussi qui disait, Sartre qui n'a pas eu de père non plus, orphelin très très tôt de père, qui disait, parlant de ce décès précipité, hâtif, c'est très bien une mère. Alors donc, c'est la mère de Losfeld qui lui donna très tôt le goût de la lecture. Cette mère avait une passion pour Flaubert, Huysmans et Théophile Gautier. D'origine flamande, il est né en Belgique, Eric Losfeld, il a appris le français. Et il a eu la double nationalité, la nationalité franco-belge. Alors ça aussi, cette dualité, cette double nationalité, la capacité de se mouvoir dans deux langues, confère peut-être à ceux qui ont cette possibilité, qui ont cette caractéristique, une sorte de don de déplacement, de migration à l'intérieur. Évidemment, certains, ça peut donner le résultat contraire que certains bilingues, certains trilingues s'expriment mal dans 2 ou 3 langues différentes et qui peuvent même trouver le moyen de n'avoir rien à dire dans 3 langues différentes. Alors il a fondé, ah oui, un peu avant la guerre, ce que la légende raconte, c'est que dans un journal local, il a écrit une lettre personnelle à Hitler, lui déclarant la guerre. Alors, il est bon, c'est ce que je pense que je vais faire dans les prochaines heures. Je vais envoyer une lettre à Vladimir Poutine, lui disant qu'il est un gros con. Et que si j'avais à ma disposition des armes supersoniques, je n'hésiterais pas à m'en servir contre lui. Je ne sais pas si les services de renseignement canadiens ou américains pourraient être inquiétés par une telle lettre de menace. Comme cette Québécoise d'origine française qui a envoyé de l'anthrax à Donald Trump il y a environ 2 ans. Envoyer une enveloppe bourrée d'anthrax, c'est pas la chose la plus intelligente. Même si c'est à Donald Trump que cette enveloppe était adressée. Il a fondé 3 maisons d'édition. Arcane, en l'honneur du célèbre texte d'André Breton, Arcane 17, qui est un texte qui fascine l'ensemble, ou en tout cas un grand nombre de lettrés québécois, car l'action se déroule en Gaspésie. Et Breton, qui vient de rencontrer son amoureuse, qui est en exil aux États-Unis,
mais qui vient se balader du côté du Québec. Et même, il est allé, on raconte qu'il est allé à Sainte-Agathe-des-Monts, parce que pour lui, Sainte-Agathe, Breton, était un grand amateur de pierres, de gemmes. Et il s'était imaginé qu'à Sainte-Agathe-des-Monts, les pierres, les agates, y étaient abondantes. Évidemment, on aura compris qu'il il aura retourné bredouille de son expédition. Alors oui, Arcane 17, on raconte également que Éric Losfeld, la première fois qu'il a rencontré Breton dans son appartement sur la rue Fontaine à Paris, d'émotion, il s'est évanoui. Alors, et on peut dire que dans l'univers onirique, dans l'imaginaire d'Éric Losfeld, il est resté très fidèle au surréalisme. Et même si Breton est mort en 1966, on peut dire, sans se tromper, qu'il a été un des initiateurs obscurs, clandestins, souterrains de mai 68. Beaucoup des graffitis qu'on pouvait retrouver sur les murs de Paris, autour de la Sorbonne, venaient en droite ligne du surréalisme. Et l'esprit du surréalisme, cette espèce de volonté de s'affranchir à la fois des normes sociales, tout en étant des lecteurs de Freud, tout en étant des lecteurs de Hegel et de Marx. C'est aussi ça la virtuosité d'André Breton, qui croyait vraiment à la Révolution. Et mai 68 aura été la dernière possibilité de rêver quelque chose d'autre. Même si les critiques, aujourd'hui, rendent responsable du libéralisme dévergondé, rendent responsable l'état d'esprit de mai 68. N'était-ce pas le cas de Sarkozy, par exemple, si ma mémoire est bonne. Mais Sarkozy est un bel exemple de cette libération de mai 68. Cette parole affranchie. Personnellement, je n'avais jamais vu un président de la République parler aussi crûment, parler aussi directement, sans affaîtrie, sans le faste, sans la patine. Quelque chose d'assez direct, d'assez étonnant quand on connaît un peu les mœurs politiques françaises, vues de ce côté-ci de l'Atlantique. Alors oui, il a eu 3 maisons d'édition, Arcane, au pluriel, le Terrain Vague, et c'était également le nom de sa librairie, parce que le cher homme a été également libraire. Et enfin, les éditions Éric Losfeld. Il a été l'éditeur, dans ses faits d'armes, il a été l'éditeur clandestin d'Emmanuel Arsan, que je regrette de ne pas avoir pris lors de ma dernière visite dans la bibliothèque aux 4000 Curiosa. D'ailleurs, je vous remercie pour les commentaires que vous m'avez faits sur ma chaîne YouTube, en bas d'écran de ma chaîne. Concernant, oui, sans doute, cette bibliothèque aurait peut-être été enfermée dans une institution. Et là, elle s'épivarde, elle s'épanouit, elle s'affranchit des murs, et elle va combler d'aise et de plaisir, j'espère, les amateurs et les amateurs sans eux qui vont s'emporter acquéreurs. Il a également rédigé 50 polars érotiques sous le pseudonyme de Delphos, un anagramme de Losfeld. Et les informations que j'ai glanées ici et là, il a écrit un texte qui s'appelle Les Chimères. Et je me demande s'il n'était pas dans cette bibliothèque. Parce que comme je vous l'ai confié
précédemment, dans d'autres vidéos, cet immense continent de la littérature érotique, eh bien, je suis plutôt un novice, pour ne pas dire un vert, pour ne pas dire un bleu. Mais cependant, j'ai 2 cartons pleins de lectures à venir, dont... le livre, le passage que je vais vous lire tout à l'heure, ne provient pas de cette bibliothèque aux 4000 Curiosa, il provient de ma propre bibliothèque. Et ce livre, l'autobiographie publiée quelque temps avant la mort, sans doute pas après, d'Éric Losfeld, chez Belfond, Endetté comme une mule, ou La passion d'éditer, et on voit notre homme en train de faire un bras d'honneur. Hein? Il ne s'est pas contenté d'écrire une lettre d'invective à Adolf Hitler. Il fait également un bras d'honneur à un hypothétique lectorat. Alors donc, il a été lourdement condamné, en tout cas à payer une amende assez salée. Et Xavier Gauthier, qui est une autre autrice, on s'y fait, qui a écrit un livre remarquable qui s'appelle Sexualité et surréalisme, qui a également fondé une revue. Je dois avoir peut-être 1 ou 2 numéros ici. La revue Sorcière. Et j'ai cru comprendre qu'elle donnait aussi des ateliers d'écriture pour des gens analphabètes. Elle leur apprenait à écrire. Alors ça aussi, c'est fascinant. À la fois, ce désir de vouloir de créer quelque chose de gigantesque, la Révolution par exemple, et cette volonté d'être de terrain, d'aider concrètement, de manière existentielle, des gens, surtout des gens qui d'une certaine manière sont assez démunis. Alors, elle écrivait, Xavier Gauthier, elle a aussi fait un livre d'entretien avec Marguerite Duras, que j'ai à quelque part aussi sur les rayons. Elle dira donc de ce texte, Les Chimères, que c'est un véritable désir de femme et son plaisir, en partie esthétique, à voir et à toucher un sexe d'homme comme objet de désir. Houellebecq en faisait, Houellebecq qui est un analyste de nos petites misères sexuelles, n'a pas fait que la description de l'homme moyen occidental. Il l'a fait également de sa fiancée. Et ce qu'il dit, je ne sais plus dans lequel livre, il faudrait le retrouver s'il y a des exégètes houellebeckiens parmi nous, il dit qu'une femme peut véritablement éprouver un manque atroce. Il n'y a pas juste le supplice d'une queue là, de l'autre auteur dont je vous ai parlé. Il peut avoir aussi la souffrance du désir féminin qui peut être littéralement en manque de cet objet propre à la nature masculine. Et il écrit des pages assez troublantes là-dessus, Houellebecq, ce qui, d'une certaine manière, par un détour, rejoint le commentaire de Xavier Gauthier. Losfeld a publié des auteurs, pas les moindres, Ionesco, Bellemare, Benjamin Perret, Marcel Duchamp, Boris Vian, Au terrain vague, beaucoup de... J'aurais pu vous en montrer, mais bon, je ne me lèverai pas pour vous les montrer. Vous savez de quoi il en retourne. Je pense que Les Fourmis, entre autres, ont été publiés Au terrain vague. Dans les premières éditions. Il a réédité Sade également. Et Jacques Sternberg, cet écrivain qui a longtemps été chroniqueur au magazine littéraire. Et je ne comprends toujours pas, à moins que je me trompe à nouveau, que les chroniques de Sternberg n'aient pas été réunies en un seul volume. Un écrivain extraordinaire, Jacques Sternberg, qui, me semble-t-il, il y a un éditeur dernièrement qui a réédité un de ses livres. Alors, oui, il a publié également un certain nombre de revues. Je vous en nomme quelques-unes. Médium, je vais montrer un exemplaire. Bief, La Brèche
et l'Archibras, je nomme que ces quatre-là. Et toutes sont d'obédience surréaliste, et toutes ont été écrites, ont été publiées aux alentours de fin des années 60, début des années 70, milieu des années 60. Et quand on regarde, d'un point de vue panoramique, toute la production artistique française de ces années-là, eh bien, c'est prodigieux. Que ce soit en cinéma, en peinture, en littérature, en bande dessinée, parce qu'il a publié des bandes dessinées, entre autres. Il a été le premier à publier Philippe Druillet, Lone Sloan, un grand livre avec une jaquette qui s'ouvrait. En fait, recouvert d'une jaquette. On le retrouve de temps à autre, ce premier Philippe Druillet, qui est venu à Montréal en 1973 et qui a été extrêmement marqué par le langage québécois. Dans Delirius, ou Delirium, j'ai raconté ça ici, j'ai déjà raconté ça, mais je peux le raconter une deuxième fois. Il faut croire que ça me tient à cœur. Dans une des innombrables villes, ou peut-être une seule ville, où le personnage principal, Lone Sloan, arpente les rues, aux immeubles gigantesques, et à l'écriture et aux devantures néo-gothiques. Sur l'un des buildings, on y lit Chris. Le deuxième building, qui jouxte le premier, de. Et enfin le troisième, qui se greffe au deuxième, Tabarnak. Chris de Tabarnak. Alors, Druillet avait un sens halluciné du détail. Alors, il faut le savoir qu'on y retrouve. Mais en ces années-là, je dessinais. J'étais un jeune dessinateur, proche de Frédéric Bach. Et c'est quelqu'un qui avait rencontré Philippe Druillet lors de ce périple avec Mandrika et Bretécher, qui sont venus à Montréal, donc. Et voilà, qui m'avait raconté ce détail, petit détail sans doute insignifiant, mais pour la petite histoire de la bande dessinée québécoise et française, ce n'est pas rien. Il a publié aussi donc des BD pour adultes, Barbarella de Jean-Claude Forêt, qui est un dessinateur absolument prodigieux, et qui a inspiré Roger Vadim pour faire son film. Et aussi La monnaie vivante, texte et dessin de Pierre Klossowski. Et mon ami François, à qui j'ai confié ce livre qui a été très endommagé par le dégât d'eau qui est survenu dans la cave, dans les catacombes de l'atelier librairie. Dégât d'eau qui a fait que j'ai perdu quelques centaines de livres. Et, comme je l'ai raconté, c'est un livre qui est tombé, je ne sais trop, peut-être les vibrations de la rue. C'est un livre de Michel Foucault qui est tombé dans le drain et que, ayant bouché le drain, imaginez Foucault qui bouche un drain, alors ça a causé un dégât d'eau. Et j'ai perdu une dizaine de livres, de mes livres à moi, de Michel Foucault, dans ce... Et ça me fait rêver, Foucault. Alors, un dégât d'eau causé par un livre de Foucault. Alors, j'ai confié à François, qui se reconnaîtra, ce livre de la monnaie vivante, mais très, très mouillé. Alors, je l'ai laissé sécher, mais les pages sont collées. Il est ondulé, il est... techniquement, d'un point de vue à la fois bibliophilique et de libraire, c'est un livre cliniquement mort. Mais peut-être François, grâce à ses techniques de restaurateur, peut-être, techniques fraîchement acquises, on va s'en dire, peut-être réussira-t-il à lui redonner au moins quelques allures et voilà. Alors François, la monnaie vivante, la monnaie vivante. Alors je vous lis un tout petit passage maintenant.
C'est un livre extrêmement amusant. Qui est un portrait extraordinaire. Il a été aussi, il faut dire, là ici il y a toute la liste, des 121 intellectuels qui ont signé le manifeste des 121, réclamant l'indépendance algérienne. Et il a fait partie de ces 121, ce qui veut dire qu'il y avait les idées très claires là-dessus. Il avait beau publier des ouvrages licencieux, être régulièrement interdit de publication sur le plan politique, il voyait clair. Et la France, malheureusement, n'a pas fini, 60 ans après l'indépendance algérienne, n'a pas fini de ressasser les blessures. Elles sont vives. Et il faut dire aussi, la France, je disais ça à un ami aujourd'hui, l'amour que j'ai, littéralement, j'éprouve une véritable fascination pour Marseille. Marseille qui est la porte de l'Orient, qui l'a toujours été. Alors Marseille qui est un lieu d'un extraordinaire brassage de culture, de culture évidemment de la Méditerranée, mais le contentieux, la relation conflictuelle, passionnelle de la France avec l'Algérie, en tout cas vu du Québec, ça nous paraît assez compliqué. On me demande souvent quelle est la différence que je fais entre l'érotisme et la pornographie. Je réponds par cette anecdote que j'assure parfaitement authentique. Un client entre dans mon échoppe et après avoir consulté quelques livres me demande « Avez-vous des ouvrages de la collection Les Orties Blanches ?» Pour le non-initié, je précise que cette collection paraissait après la guerre de 14 et était exclusivement consacrée à la fustigation. Fustigation? Vous voyez, c'est un mot que vous voyez, assurément, je ne pratique pas ce truc-là. Fustigation. Elle était illustrée avec talent par des eaux-fortes de Martin Van Melle qui représentaient sempiternellement de jeunes éphèbes, culottes baissées, sur les genoux de matrones qui leur donnaient la fessée, voilà, je viens de comprendre, ou bien une adolescente dans la même position, à qui un barbon infligeait la même sanction. J'en avais acheté une trentaine en salle des ventes. Je les lui présente. Il jubile et m'assure que ce sont les plus rares, qu'il les recherche depuis des années, et il me paie 1500 francs. Je lui montre alors une édition de Gamiani, illustrée par Deveria, érotique certes, mais d'un classicisme absolu et d'une orthodoxie rigoureuse. À peine a-t-il ouvert le livre qui me le remet entre les mains et prononce avec dégoût « Mais c'est pornographique !» Et j'ai eu cette révélation que j'ai maintes fois eu l'occasion de formuler. La pornographie, c'est l'érotisme des autres. Je la revendique malgré son attribution à Rob Grillet, qui lui en a modifié le sens en lui donnant une signification plus politique à laquelle j'adhère totalement. La pornographie, c'est l'érotisme du pauvre. Le pauvre, rejeté de la connaissance par la sélection de l'argent, incapable de lire Mandiargue, Bataille, Bourjade, Mania, Mantegna, Duit, etc., auteurs nécessitant pour pénétrer leurs pensées un minimum de culture et refoulés par cet état de choses au pis-aller vers une littérature populaire la plus basse. Pour la petite histoire littéraire, l'éditeur chez qui paraissait la collection Les Orties Blanches avait d'autres collections érotiques et des auteurs
attitrés, dont le plus talentueux signait de son nom Pierre Dumarché. Un jour, celui-ci, las de cette littérature alimentaire, écrivit un ouvrage de qualité. Je ne me souviens pas s'il s'agit de Sous la lumière froide ou La cavalière d'Elsa, qui fut accepté par un éditeur de littérature générale, à la condition toutefois que l'auteur, dont le patronyme était galvaudé, adopte un pseudonyme. C'est ainsi que par une espèce de génération spontanée, le grand écrivain Pierre Mac Orland prit naissance. J'interprète la littérature érotique comme une variante féerique de la littérature. Il n'y a rien de chagrinant dans la littérature érotique, les héros ne travaillant pas. Je dis chagrinant parce que, selon l'expression populaire, aller au travail, c'est aller au chagrin. Il n'y a pas non plus dans les livres érotiques cette chose chagrinante qu'après avoir baisé, il y a la malédiction de l'enfant. Dans le seul livre où la conception est mise en évidence, les mémoires d'une chanteuse allemande, il y a des diatribes contre la grossesse. Autre aspect féerique qui peut même devenir traumatisant pour le lecteur, c'est que les hommes sont membrés comme des ânes, qu'ils accomplissent 15 fois l'amour dans la journée, remettent ça le lendemain, et tous les autres jours de la semaine, et toutes les semaines du mois. Enfin, il n'y a pour ainsi dire jamais de roman érotique où l'on voit des gens manger, sauf des mets aphrodisiaques d'origine exotique de préférence. La littérature érotique illustre l'utopie de corps destinés à faire l'amour. Du reste, dans Sade même, il y a parfois de curieuses ressemblances avec les contes de fées, dont les principes narratifs ont justement atteint leur plein impact au XVIIIe siècle. C'est par nécessité, je l'ai dit, que j'ai écrit moi-même des livres clandestins. Mais quand j'ai commencé à écrire Cerise, cela m'a amusé et j'ai essayé de dépasser le niveau moyen du genre. Cela s'est d'ailleurs très bien vendu. Je me suis fait un très beau contrat, mais comme par hasard, le public traditionnel de mon fichier a boudé Cerise. Toute comparaison à part, une partie de ce public a toujours boudé Sade. Pour en finir avec l'érotisme, je raconterai ceci. Il y a 3 ans, j'ai entrepris un roman qui devait être à la fois divertissant et sérieux, même assez grave. Je peux en dévoiler le scénario parce que je ne crois pas que je l'achèverai jamais. Je laisse l'idée à qui voudra la réaliser. J'avais trouvé ce titre, Le vie de la chose. Je voulais raconter ma vie, mais raconter ma vie, c'est à faire ce que je fais actuellement, ou rédiger les mémoires d'un quelconque éditeur pornographique narcissique. J'avais imaginé un monsieur étendu sur un lit, à poil, et une fille, nue également, étendue entre ses jambes, qui ne peut pas parler parce qu'elle est occupée. Il a l'impression qu'il est en train de lui donner la communion solennelle, et pour éviter une conclusion trop rapide, il pense à autre chose. Procédé classique, comme on a pu le constater plus avant. Il revoit ainsi les événements de son existence jusqu'à l'explosion terminale. Mais précisément, quel écrivain ne reculerait devant cette traumatisante explosion? J'ai préféré abandonner le projet. Je suis incapable de porter sur l'ensemble des œuvres que j'ai lancées un jugement sain. Je préférerais jouer à fond un mégalomane et prétendre que j'ai été un pionnier
pour toute la graphie moderne. En réalité, bien que j'aime la belle impression et que je traque la coquille, je ne suis pas ce qu'on appelle un metteur en page ou un typographe. Lorsque mes livres ont été réussis sur le plan de la couverture, c'était purement intuitif. Un livre doit être attrayant, ne serait-ce que pour donner envie de l'avoir. Mais je considère comme vaine, sinon dangereuse, la course à l'Oscar de l'emballage. Je crois que l'importance de mes livres vient de leurs petits-enfants. Ce que j'ai fait empiriquement a été repris de manière plus artistique et scientifique. Hélas, maintenant, on ne peut plus vendre un livre sans que l'ouvrage frappe dans le magma des fenêtres de librairie. Résultat, la vitrine des librairies ressemble singulièrement à la rue Saint-Denis à 9 heures du soir. Endetté comme une mule, ou La passion d'éditer, d'Éric Losfeld. Oh, j'ai oublié de vous montrer une des revues Medium, il ne fallait pas que j'oublie, avec une page couverture de Simon Antaille. Alors voilà. Et les autres numéros dont il y a été mention, l'Archibras, Medium et Bief, eh bien, je possède la collection dans ma bibliothèque. Et je les ai achetés à Paris en 98 chez un soldeur parisien, certains d'entre vous doivent s'en rappeler, Monolizet. Et il vendait chaque numéro quelque chose comme 10 francs, l'équivalent de 2 $ à l'époque. Ou si vous préférez, 1 euro et des poussières. Alors, je vous dis à demain. Demain, ouais, on s'en reparle de demain. Mais demain, je vais être là. Je vais peut-être être là sous plusieurs formes. Enfin, on verra bien. Mais à demain.